Imaginez un héritage si sombre qu'il semble poursuivre ceux qui en héritent, génération après génération. Des drames inexplicables, des morts prématurées, des destins brisés qui s'enchaînent, donnant l'impression qu'une force invisible tire les ficelles. Ce genre d'histoire, où tragédie et mystère s'entrelacent, porte un seul nom, la malédiction. Prenez les Kennedy, cette dynastie américaine qui incarnait le rêve américain. Derrière les sourires parfaits et la gloire politique, leur histoire est marquée par des assassinats, des accidents tragiques et une série de drames familiaux qui semblent sans fin. Ou encore les Romanov, dernière famille impériale de Russie, dont la fin tragique, dans une cave sombre en juillet 1918, continue de hanter l'imaginaire collectif. Certains parlent même d'une malédiction lancée par un homme mystérieux, du nom de Raspoutine. Dans cette vidéo, je vous emmène pour un voyage captivant à travers le temps et les cultures, à la découverte de ce concept mystérieux. Nous explorerons les origines des malédictions, leur rôle dans les croyances du monde entier, et surtout nous verrons comment elles ont marqué l'histoire de familles parmi les plus célèbres et tragiques de tous les temps. Des Kennedy aux Romanov, en passant par les Habsbourg jusqu'aux Grimaldi, ces noms résonnent avec un fardeau qui semble dépasser la simple fatalité. Malédiction, qu'est-ce que ça vous évoque? Une sorcière en colère, une prophétie qui plane sur une famille, ou simplement une série de drames qui semblent trop gros pour être une simple coïncidence? Ce mot malédiction a quelque chose de fascinant. Parfois tout commence comme une simple parole, une insulte, une menace. Parfois elle naît d'un rituel, d'un acte ou d'une faute grave. Et souvent, elle se transmet comme un écho, marquant une lignée tout entière. Les malédictions, ce sont des histoires qu'on se raconte pour donner du sens à l'inexplicable, pour justifier les tragédies qu'on ne peut comprendre. Elles touchent à nos peurs les plus profondes, la perte, la douleur, l'échec, mais ce qui les rend encore plus fascinantes, c'est qu'on les retrouve partout, sous différentes formes, et qu'elles reflètent toujours une partie de ceux qui les portent. Pour tenter de comprendre l'origine de cette idée, il faut remonter à l'Antiquité. À cette époque, je peux vous le dire, on ne plaisantait pas avec tout ce qui touchait aux malédictions. C'était une affaire très sérieuse, souvent liée aux dieux. Offenser un dieu ou une déesse, c'était s'exposer à des représailles d'une cruauté sans limite. Oedipe, par exemple. Maudit avant même sa naissance. Il finit par tuer son père et épouser sa mère. Franchement, c'est pas ouf, on va pas se le cacher. Une tragédie qui dépasse l'entendement, finalement. Dans la Bible, les malédictions prennent une autre dimension, plus morale. Prenez l'histoire de Caïn, un cultivateur qui offre à Dieu une partie de ses récoltes. Il tue son frère Abel et se retrouve condamné à errer pour l'éternité. C'est souvent ça, les malédictions. On ne meurt pas forcément, mais on souffre beaucoup et pour toujours, sur plusieurs générations. Ça me fait penser d'ailleurs à Albert Camus et son mythe de Sisyphe. Si vous ne connaissez pas l'histoire, pas de panique, la voici rapidement. Sisyphe, pour avoir défié l'autorité des dieux et tenté de tromper la mort à plusieurs reprises, est en fait condamné à pousser un énorme rocher en haut d'une colline. Une fois en haut, le rocher retombe tout en bas et Sisyphe doit pousser de nouveau. Et il recommence comme ça pour l'éternité, une torture sans fin. Camus écrit « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Pour dire que même dans la souffrance, Sisyphe choisit de donner du sens à ce qui lui arrive. Il accepte sa condition et d'une certaine manière, il en triomphe. Et c'est intéressant parce que dans les malédictions, on retrouve souvent cette idée. La punition est terrible, mais elle n'est pas forcément insurmontable. Ce qui change tout, c'est la façon dont on y fait face. On ne peut pas parler de malédiction divine sans évoquer par exemple les 10 plaies d'Égypte. Des malédictions cette fois-ci collectives qui sont envoyées pour punir tout un pays entier. Mais les malédictions, ce n'est pas juste un truc de dieu en colère ou de texte sacré. En Mésopotamie par exemple, les rois faisaient graver des malédictions sur des tablettes d'argile qu'ils enfouissaient sous leur palais. Elles disaient des choses du style « Celui qui ose saccager ce bâtiment, que ses cheveux tombent et que sa descendance disparaisse ». C'est joliment dit, mais c'est un petit peu intense pour de l'immobilier, hein, on est d'accord là-dessus. Ce que je trouve fascinant, par contre, c'est que l'idée de malédiction, on la retrouve partout. C'est vraiment universel, mais avec des petites nuances culturelles. En Afrique, les malédictions sont souvent associées à la sorcellerie, elles sont redoutées, mais heureusement, il existe des rituels pour les lever. Un mauvais sort, une parole malveillante, pas de problème, il suffit d'appeler un guérisseur pour rétablir l'équilibre. En Inde, les chapas, les malédictions, sont très présentes dans les récits mythologiques.
Là-bas, elles ne sont pas juste punitives, elles servent à guider les héros. C'est une sorte de GPS du destin finalement, un peu cruel mais efficace. En Chine, c'est le karma qui joue ce rôle. Alors c'est pas vraiment une malédiction extérieure, mais plutôt un retour de bâton cosmique. Vous faites une mauvaise action, elle pourrait hanter vos descendants pendant plusieurs générations. En Europe, au Moyen-Âge, l'Église avait sa version des malédictions, l'excommunication. Être rejeté par l'Église, c'était perdre la grâce divine. Une condamnation plutôt radicale qui était absolument terrifiante. Si on n'est plus protégé par Dieu, c'est Satan qui va s'occuper de notre cas, en gros. En Amérique latine, les malédictions se mêlent au folklore local. Prenez la Llorona, cette femme fantôme qui pleure ses enfants perdus et maudit ceux qui croisent son chemin. Effrayant, mais captivant. Lors de mon voyage en Louisiane, j'ai d'ailleurs découvert une autre facette des malédictions, les moyens de s'en protéger. Là-bas, les malédictions sont prises très au sérieux et elles ne sont pas irréversibles. Les habitants utilisent des gris-gris, des prières ou encore des rituels voodoo ou même hoodoo pour repousser le mal et restaurer l'équilibre. Une preuve que face à l'invisible, chaque culture développe ses propres armes. Les malédictions ne sont pas qu'une affaire de mythes ou de légendes. Parfois, elles ont l'air de s'ancrer dans l'histoire, touchant des familles puissantes et influentes, comme si le destin s'acharnait sur elles. À travers les siècles, certaines dynasties se sont démarquées par leur grandeur, mais aussi par une série de tragédies qui ont marqué les esprits. Les Kennedy, frappés par des accidents et des assassinats, les Romanov, victimes d'une évolution sanglante, les Habsbourg et leur tragédie génétique, et enfin, les Grimaldi, princes de Monaco, qui portent une malédiction supposée qui, elle aussi, a laissé sa marque sur leur histoire. Chacune de ces dynasties a son propre récit, ses drames et ses mystères. Alors remontons le temps et commençons par la plus célèbre, symbole du rêve américain. Bienvenue chez les Kennedy. Les Kennedy incarnent le rêve américain. Une famille puissante, riche, charismatique, qui semble avoir tout pour elle. Mais derrière les sourires parfaits et les photos glamour, il y a une histoire bien plus sombre. Celle d'une série de tragédies qui s'enchaînent génération après génération. Des drames si nombreux et marquants qu'on parle encore aujourd'hui de la malédiction Kennedy. Tout commence avec Joseph Kennedy Sr., le patriarche. Un homme d'affaires brillant et ambitieux, né en 1888 dans une famille d'immigrants irlandais. À une époque où les catholiques comme lui étaient marginalisés, Joseph décide de changer les choses. Il bâtit un empire financier colossal et rêve de plus. Il veut que sa famille domine la scène politique américaine. Il éduque ses 9 enfants avec une discipline de fer et leur transmet un mantra. À qui l'on donne beaucoup, on exige beaucoup en retour. Son fils aîné, Joseph Kennedy Jr., est censé être le futur président des États-Unis. Mais le destin frappe pour la première fois. En 1944, Joe Jr. meurt dans un accident d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce drame bouleverse bien évidemment toute la famille, mais Joseph Sr. ne renonce pas à son rêve. Son deuxième fils, John Fitzgerald Kennedy, devient alors le nouveau porteur d'espoir. En 1961, John F. Kennedy devient le 35e président des États-Unis. Avec son épouse Jackie, il incarne un âge d'or pour l'Amérique. Jeunesse modernisée, élégance. Sa présidence est d'ailleurs surnommée Camelot, en référence à la légende du roi Arthur et de sa cour, symbole d'un âge d'or idéalisé. L'idée vient de Jackie elle-même, qui décrit leur passage à la Maison-Blanche comme un moment unique et magique, gravé dans l'imaginaire collectif. Mais cette lumière cache déjà des ombres. JFK souffre de la maladie d'Addison, une affection rare qui affecte les glandes surrénales. Cette maladie affaiblit son corps, le rendant vulnérable aux infections et provoque une fatigue chronique. Il dissimule cette condition au public, mais elle ajoute une dimension tragique à son image de leader charismatique. Son mandat est marqué par des crises majeures, la guerre froide, la crise des missiles de Cuba et des luttes pour les droits civiques. Puis le 22 novembre 1963, tout bascule. À Dallas, lors d'un défilé présidentiel, JFK se fait tirer dessus et meurt des suites de ses blessures. Le choc est mondial. Les images de Jackie Kennedy, vêtue de rose, couverte du sang de son mari, hantent encore aujourd'hui l'Amérique tout entière. Pour beaucoup, c'est ici que commence la malédiction Kennedy. Après l'assassinat de JFK, son frère Robert, surnommé Bobby,
devient le nouveau symbole d'espoir pour la famille. Charismatique et profondément engagé, il se fait un nom comme défenseur des droits civiques et des causes sociales. En 1968, il se lance dans la course à la présidentielle. Pour beaucoup, Bobby est celui qui pourrait redonner espoir à une nation meurtrie par les divisions raciales et la guerre du Vietnam. Le 5 juin 1968, la tragédie frappe à nouveau. Ce soir-là, Bobby célèbre une victoire importante aux primaires démocrates de Californie. Après un discours triomphal à l'hôtel Ambassador de Los Angeles, il quitte la salle de bal, entouré de ses proches et de son équipe de campagne. Pour gagner du temps, il décide de passer par la cuisine de l'hôtel pour s'éloigner de la presse. Et là, c'est le drame. Alors qu'il traverse le passage étroit de la cuisine, un homme surgit. Sirhan Sirhan, un jeune Palestinien en colère contre le soutien de Bobby à Israël. Armé d'un revolver, Sirhan tire plusieurs coups de feu à bout portant. Bobby est touché à la tête et au cou. La panique éclate, mais il est déjà trop tard. Bobby s'effondre, mortellement blessé. Il succombe à ses blessures le lendemain, le 6 juin 1968, à l'hôpital. Il avait seulement 42 ans. 2 frères, 2 meurtres, 2 rêves brisés. Mais la malédiction ne s'arrête pas là. À chaque décennie, une nouvelle tragédie semble frapper la famille. En 1984, David Kennedy, l'un des fils de Robert, meurt d'une overdose à seulement 28 ans. En 1997, Michael Kennedy perd la vie dans un accident de ski à 39 ans. En 1999, John F. Kennedy Jr., le fils de JFK, meurt dans un crash d'avion avec sa femme Caroline et sa belle-sœur Lorraine. En 2020, Maeve Kennedy McCain et son fils de 8 ans se noient lors d'un accident de kayak. Chaque événement alimente l'idée d'une malédiction qui ne lâche jamais cette famille. Alors les Kennedy sont-ils vraiment maudits ou leur statut public amplifie-t-il simplement leur drame? Certains y voient en fait une punition karmique pour les ambitions démesurées de Joseph Kennedy Sr. D'autres pensent que c'est le résultat de leur mode de vie, une famille sous pression, constamment sous les projecteurs. Ce qui est certain, c'est que ces tragédies font partie intégrante du mythe Kennedy. Elles transforment cette famille en une tragédie moderne, un récit universel où pouvoir, gloire et perte s'entrelacent. Malgré tout, les Kennedy restent debout. Ils incarnent une résilience qui force le respect, un refus de se laisser abattre par le destin. Et peut-être est-ce là le véritable héritage de cette dynastie. Une histoire humaine, tragique, mais profondément inspirante. Les Kennedy symbolisent le rêve américain brisé, mais ils ne sont pas la première famille à avoir connu une série de drames qui défient l'entendement. Avant les Kennedy, il y avait les Romanov, une dynastie impériale dont la chute tragique continue de fasciner et de hanter les mémoires. Quand on entend le nom Romanov, beaucoup d'entre nous pensent à une seule chose, le film d'animation Anastasia. Je suis comme vous, cette princesse perdue, les chansons entraînantes, Rasputin, tout dégarni et terrifiant, la petite chauve-souris trop mignonne, on adore. Mais par contre, la vraie histoire des Romanov, c'est pas du tout ça. Pas de chauve-souris qui parle, ni de grande évasion spectaculaire. En revanche, il y a du mystère, des tragédies, et une fin aussi sombre qu'incompréhensible. L'histoire des Romanov n'est pas seulement celle d'un empire qui s'effondre, c'est aussi celle d'une famille qui pendant des siècles semble avoir été marquée par une malédiction. Un mélange de grandeur et de fatalité qui continue de fasciner et de hanter. Les Romanov montent sur le trône en 1613 et pendant plus de 300 ans, ils vont régner sur la Russie. À leur apogée, leur empire s'étend sur un 1/6 de la surface terrestre. Pourtant, dès leur début, des signes troublants émergent. Une prophétie court parmi les plus anciens cercles orthodoxes. Les Romanov perdront leur trône et leur vie si jamais ils se coupent du peuple. Cette idée à l'époque semble absurde. Qui pourrait imaginer une telle chute pour une dynastie aussi puissante? Et pourtant, à la fin du 19e siècle, le vent commence à tourner. Nicolas II, le dernier empereur de Russie, est un homme pieux, mais loin d'être préparé à affronter les défis de son époque. Quand il monte sur le trône, en 1894, la Russie est un empire immense, mais fragile. Les tensions sociales et politiques grondent, et Nicolas, autocrate jusqu'au bout, refuse de céder à la modernité. Mais ce n'est pas seulement la politique qui pose problème. Sur le plan familial, les Romanov semblent également marqués par le malheur. Le fils de Nicolas,
Alexei, héritier du trône, souffre d'hémophilie, une maladie génétique incurable à l'époque. Chaque blessure pourrait lui coûter la vie. Pour Nicolas et sa femme Alexandra, c'est un drame quotidien, une source de stress constant. Et ça se comprend. C'est là qu'un personnage énigmatique entre en scène, notre fameux Raspoutine. Le moine mythique et dégarni prétend avoir des pouvoirs surnaturels capables de soulager les souffrances du jeune Alexei. Les récits racontent qu'il pouvait stopper les saignements simplement par la prière. Alexandra, désespérée, met toute sa foi en lui. Mais Raspoutine, avec son influence grandissante, attire les mépris et les rumeurs. Pour beaucoup, il incarne une force obscure, une sorte de malédiction vivante à lui tout seul, qui va d'ailleurs précipiter la chute des Romanov. En effet, Raspoutine est assassiné par des nobles russes qui espèrent sauver l'Empire en se débarrassant de lui. Mais avant de mourir, il aurait laissé une prophétie glaçante dans une lettre destinée à Nicolas II. « Si je suis tué par des hommes de votre peuple, vous et votre famille serez tués par le peuple russe. » En 1917, la révolution éclate et Nicolas est forcé d'abdiquer. La famille impériale est placée en résidence surveillée, d'abord dans un palais, puis ensuite dans une maison beaucoup plus modeste. Pendant des mois, ils vivent dans des conditions précaires, coupés du monde, surveillés jour et nuit. Puis, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, l'inévitable se produit. Après des mois de captivité, Nicolas II, l'impératrice Alexandra et leurs 5 enfants sont réveillés en pleine nuit dans leur maison de détention. Leur garde leur ordonne de se préparer, sous prétexte d'un déplacement imminent pour leur sécurité. Fatigués, mais obéissants et confiants surtout, ils descendent au sous-sol. Avec eux, quelques fidèles domestiques. La pièce est exiguë, ses murs sont nus et oppressants. Les Romanov ne se doutent de rien. Nicolas porte son fils Alexei dans ses bras à ce moment-là car il est affaibli par son hémophilie et donc incapable de marcher. Alexandra s'assoit calmement, entourée de ses filles, Olga, Tatiana, Maria et Anastasia, qui tiennent des coussins remplis de bijoux, espérant les cacher pour des jours meilleurs. Mais les bourreaux entrent. Ils sont nerveux, mal préparés. L'un d'eux lit rapidement une sentence de mort. Nicolas Alexandrovitch, pour les crimes commis contre le peuple. Avant même qu'il ne termine sa phrase, les coups de feu éclatent. C'est un chaos absolu. Les balles ricochent sur les murs et sur les bijoux cachés sous les vêtements des grandes duchesses, rendant les exécutions plus longues et encore plus horribles. Les filles, protégées un moment par les diamants et les perles cousues dans leurs corsets, hurlent et tentent de se cacher. La fumée remplit la pièce. Les cris se mêlent au bruit des coups de feu. Ce qui aurait dû être rapide, instantané, devient un véritable et long carnage. Finalement, les soldats utilisent des baïonnettes pour achever ceux qui respirent encore. Les corps sont ensuite traînés dehors, jetés dans un camion et emmenés en forêt. Là, ils sont démembrés, brûlés partiellement, puis enterrés dans une fosse commune. Les soldats cherchent à effacer toute trace de la famille impériale, mais leurs restes seront découverts plusieurs décennies plus tard, révélant l'horreur de cette nuit. Pour beaucoup, cette fin atroce est la preuve que la prophétie s'est réalisée. Les Romanov se sont coupés du peuple, et le peuple les a anéantis. Mais la malédiction des Romanov ne s'arrête pas là. Leur fin tragique a engendré des légendes, des mystères. Le plus célèbre d'entre eux est celui de la duchesse Anastasia. Selon certaines rumeurs, elle aurait survécu au massacre et vécu sous une fausse identité. Pendant des décennies, des femmes sont venues revendiquer son identité, sans preuve. Cette quête interminable a nourri l'idée que les Romanov sont hantés et qu'ils ne trouveront jamais la paix. Et que dire des objets laissés derrière eux ? Certains parlent de bijoux maudits, porteurs de la douleur et de la violence de leur histoire. D'autres évoquent des lieux, comme le palais d'hiver, où l'on entendrait des murmures et où les ombres rôdent. Des récits paranormaux, oui, mais qui montrent à quel point cette tragédie continue de captiver l'imagination. Alors les Romanov étaient-ils vraiment maudits, ou leur chute n'est-elle que le résultat des tensions politiques et sociales de leur époque ? Une chose est sûre, leur histoire nous fascine encore, car elle mêle le pouvoir et la tragédie. Peut-être est-ce ça la véritable malédiction de cette famille, être à jamais enfermée dans cette image de grandeur et de chute, comme une ombre qui plane sur leur mémoire. Les Romanov, avec leur chute brutale et leur mystère, nous plongent dans une tragédie impériale marquée par la Révolution. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir vu leur destinée enveloppée d'une aura de fatalité. Avant eux, une autre dynastie, bien plus ancienne, semblait porter une malédiction d'un tout autre genre. Direction l'Europe centrale pour découvrir les Habsbourg.
Une famille où le pouvoir s'est parfois confondu avec le drame et même la biologie. Les Habsbourg. Pendant des siècles, ce nom a résonné comme un symbole de puissance en Europe. Empereurs du Saint-Empire romain germanique, rois d'Espagne, d'Autriche et bien d'autres territoires encore, ils ont dominé l'histoire politique du continent. Mais derrière cette splendeur, il y a une autre histoire, celle d'une lignée marquée par des drames, des tragédies. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une malédiction génétique. Les Habsbourg émergent sur la scène européenne au XIIIe siècle. Et très vite, ils trouvent leur arme secrète pour asseoir leur pouvoir. Les mariages. Leur devise en latin disait tout. Que les autres fassent la guerre, toi, heureuse Autriche, marie-toi. Pas de bataille sanglante, juste des alliances matrimoniales pour conquérir des territoires et s'assurer des trônes. Simple, efficace. Mais cette tragédie a un prix. À force de se marier entre cousins, cousines, oncles et nièces pour préserver leur lignée et leur pouvoir, eh bien les Habsbourg finissent par en payer le coût biologique. Regardez les portraits des Habsbourg. Une chose saute aux yeux, leur fameux menton proéminent. Ce fameux menton des Habsbourg est bien plus qu'un simple détail physique. C'est la conséquence directe de siècles de consanguinité. Mais ce n'est pas tout. Cette pratique a entraîné des troubles de la fertilité, des déformations physiques et des maladies qui ont affaibli la famille, parfois de façon tragique. Charles II d'Espagne, consanguin au point que son arbre généalogique ressemble à un cercle, souffrait de multiples handicaps physiques et mentaux. On disait qu'il ne pouvait ni mâcher correctement, ni parler distinctement, et qu'il était incapable d'avoir des enfants. Sa mort en 1700, sans héritier, met fin à la branche espagnole des Habsbourg et déclenche la guerre de succession d'Espagne. On le surnommait le maudit. Et franchement, vu son destin, difficile de ne pas y voir une forme de malédiction. Mais alors vous allez me dire, une malédiction génétique, c'est tragique, mais ça ne suffit pas pour parler d'une véritable malédiction. Et vous avez raison, les Habsbourg ne sont pas seulement marqués pour des drames biologiques. Leur histoire est aussi remplie de tragédies personnelles. Impossible de ne pas évoquer l'impératrice Sissi. Et oui, notre impératrice préférée, juste parce qu'elle a été merveilleusement bien incarnée par Romy Schneider dans les années 1950, a sa place dans cette histoire. Elle est même l'une des figures les plus célèbres des Habsbourg. Sissi, de son vrai nom Elisabeth de Wittelsbach, est devenue impératrice d'Autriche en 1854 en épousant son cousin François-Joseph, l'empereur de la dynastie Habsbourg. Leur mariage symbolise l'union de deux grandes maisons nobles d'Europe. Mais dès le début, Sissi s'est sentie étrangère à la cour impériale austro-hongroise, connue pour sa rigidité et ses protocoles étouffants. En 1889, l'archiduc Rodolphe, héritier de l'Empire austro-hongrois, est retrouvé mort dans un ancien pavillon de chasse à Mayerlin en Autriche. À ses côtés, le corps de sa maîtresse, la baronne Marie Vetsera. Officiellement, il s'agit d'un suicide par pacte amoureux. Mais cette version des faits a toujours été entourée de mystères. Rodolphe, dépressif et en désaccord avec son frère, François-Joseph, aurait-il été poussé au désespoir par la pression familiale ? Ou y a-t-il un complot politique pour éliminer un héritier jugé trop libéral pour son époque ? L'affaire Mayerling reste l'un des drames les plus emblématiques des Habsbourg. Elle a brisé la lignée directe de succession et a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de la dynastie. La perte de son fils Rodolphe plonge Sissi dans une profonde dépression. En 1998, elle est assassinée à Genève par Luigi Lucchesi, un anarchiste italien qui voulait frapper un symbole de la monarchie. Sissi, déjà obsédée par la mort, trouve une fin tragique qui scelle son image d'impératrice maudite. Le coup de grâce pour les Habsbourg arrive en 1918 avec la fin de la Première Guerre mondiale. L'empire austro-hongrois, déjà affaibli, s'effondre. Charles Ier, le dernier empereur de la dynastie, est forcé d'abdiquer et de vivre en exil. L'une des familles les plus puissantes de l'histoire européenne disparaît ainsi dans le tumulte du XXe siècle. Les Habsbourg étaient-ils vraiment maudits ? Ou leur destin tragique était-il simplement le résultat de leur obsession pour le contrôle ? Leur isolement et leur alliance matrimoniale répétée, les drames biologiques, les tragédies personnelles et la chute de leur empire semblent converger pour créer une histoire où le pouvoir a un prix élevé.
Les Habsbourg nous rappellent que même les plus grandes dynasties ne peuvent échapper aux conséquences de leur choix. Et peut-être est-ce là la véritable malédiction, être prisonnier d'un système qu'ils ont eux-mêmes créé. Il existe encore une autre famille, beaucoup plus petite en taille, mais tout aussi fascinante, les Grimaldi. Ces princes de Monaco, connus pour leur glamour et leurs paillettes, semblent eux aussi porter une étrange malédiction vieille de plusieurs siècles. Entre légende et réalité, plongeons dans l'histoire de cette dynastie qui règne encore aujourd'hui. Alors quand on pense aux Grimaldi, on imagine le soleil, la Côte d'Azur, les yachts, les tapis rouges du Festival de Cannes et les grandes soirées. Mais derrière cette image de conte de fées, il y a une légende bien plus sombre. Une malédiction vieille de plusieurs siècles semble peser sur cette famille. La légende raconte que tout commence au XIIIe siècle lorsque François Grimaldi, surnommé Malaysia, prend possession du rocher de Monaco en 1297 en se déguisant en moine pour tromper ses ennemis. Cette ruse marque le début de la dynastie. Mais selon la légende, une sorcière ou une femme trahie par un Grimaldi aurait lancé une terrible malédiction sur sa lignée. Jamais un Grimaldi ne connaîtra le bonheur dans le mariage. Depuis, cette phrase résonne comme une prophétie et les drames conjugaux et familiaux des Grimaldi ne manquent pas de nourrir cette légende. Grace Kelly, quand elle épouse le prince Rainier III en 1956, leur union semble tout droit sortie d'un conte de fées. Une star hollywoodienne époustouflante, un prince charismatique, une cérémonie retransmise dans le monde entier. Mais vous le savez, il ne faut pas se fier aux apparences. Des tensions éclatent rapidement. Grace, habituée à l'effervescence d'Hollywood, se sent isolée dans la rigueur protocolaire de Monaco. Un peu comme Sissi finalement. Puis en 1982, le drame survient. Alors qu'elle conduit sur une route sinueuse de Monaco, sa voiture sort de la route. Grace est gravement blessée et succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Sa fille Stéphanie, qui était dans la voiture, survit, mais reste traumatisée par cet événement. Ce tragique accident devient un symbole du destin funeste qui semble peser sur les Grimaldi. Les drames ne s'arrêtent pas là. Les enfants de Grace et Rainier, élevés sous les projecteurs, n'échappent pas à cette ombre. Caroline, l'aînée, perd son premier mari Stefano Casiraghi dans un accident de bateau en 1990. Son second mariage est marqué par des scandales et des rumeurs, renforçant l'idée d'une vie amoureuse tourmentée. Stéphanie, de son côté, mène une vie complètement chaotique depuis le décès de sa mère, ponctuée de relations amoureuses tumultueuses et de choix de vie qui défient le protocole princier. Puis, il y a Albert, aujourd'hui prince souverain. Pendant longtemps, il est resté célibataire, alimentant les spéculations sur son refus de se marier. Quand il épouse enfin Charlène Wittstock en 2011, les rumeurs explosent. On parle d'un mariage arrangé, de disputes et même d'une tentative de fuite de Charlène avant la cérémonie du mariage. Ces murmures, vrais ou non, viennent renforcer l'aura de cette vieille malédiction qui semble poursuivre les Grimaldi. Mais malgré tout, cette famille reste debout. Monaco continue de briller comme un symbole de prospérité et de luxe. Et les Grimaldi, malgré leur drame, maintiennent leur rôle sur cette scène glamour. Alors cette malédiction est-elle réelle ou est-ce simplement le prix à payer pour une vie vécue sous les projecteurs, où chaque erreur, chaque tragédie est amplifiée par le regard du monde entier? Ce qui est certain, c'est que l'histoire des Grimaldi, entre légende médiévale et drame moderne, montre que même dans les plus petits palais, les tragédies peuvent prendre une ampleur complètement démesurée. À travers les siècles, les grandes dynasties que nous avons explorées semblent toutes avoir été marquées par une série de drames, si intenses qu'ils défient l'entendement. Les Kennedy, avec leur tragédie moderne et leur exposition constante, les Romanov, balayés par une révolution sanglante et enveloppés de mystères, les Habsbourg, pris au piège d'un pouvoir qu'ils avaient eux-mêmes forgé, et les Grimaldi, porteurs d'une légende qui traverse les âges. Mais alors, ces familles sont-elles réellement maudites? Ou ces histoires amplifiées par leur statut et leur notoriété ne sont-elles qu'une succession de malheurs et de choix malheureux? Peut-être que les malédictions ne sont finalement que des récits que nous tissons pour donner du sens à ce qui nous échappe. Des histoires qui mettent un mot sur l'inexplicable, qui nous rassurent face à l'imprévisibilité de la vie.
Au fond, les malédictions nous fascinent parce qu'elles touchent à l'universel. Elles parlent de nos peurs, la mort, la perte, l'échec, mais aussi de notre résilience. Ce qui est captivant dans ces dynasties, ce n'est pas seulement leur chute, c'est aussi leur capacité à se relever et à marquer l'histoire malgré tout. Malédiction ou non, ces familles nous rappellent une chose essentielle, que personne, pas même les plus riches ou les plus puissants, n'échappe totalement aux aléas de la vie.